Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à la 22e session des UBA Business Series. Je tiens déjà à saluer l'ensemble de nos internautes et tous ceux qui nous sont fidèles jusqu'à aujourd'hui, qui sont restés fidèles depuis le début et qui continuent de partager l'expérience avec nous, qui continuent d'apprendre surtout avec nous. Donc, je tiens déjà à saluer quelques personnes qui sont connectées. Mademoiselle Candy Bilonda Simba, Monsieur Brony Nzeye. Donc, merci d'être connecté. Vous êtes connecté sur LinkedIn. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est très important. Nous avons un invité spécial qui va nous parler d'un sujet qui est non seulement spécial, mais qui est un sujet d'importance. Donc, je vais déjà rappeler le sujet des UBA Business Series de ce jour. Le thème principal est comment protéger les organismes étatiques et privés contre la cybercriminalité au Gabon. Vous savez que la cybercriminalité, avec les avancées technologiques, nous avons aussi beaucoup d'avancées au niveau de la cybercriminalité. Donc, nous allons parler de ce sujet qui est un sujet d'importance, comme je le disais. Nous avons pensé à ce sujet justement parce que beaucoup de gens pensent encore à tort que la cybercriminalité ne concerne pas l'Afrique. Alors, nous nous trompons beaucoup parce qu'on se dit que c'est certainement ailleurs. La cybercriminalité concerne principalement les pays les plus avancés en matière de technologie. Mais nous allons voir aujourd'hui avec notre invité du jour qui est Monsieur Didier Simba, directeur général de DS Trust, qui est une société justement spécialisée dans la cybercriminalité, dans la cybersécurité, pardon. On verra quelle est la différence devant quand est-ce qu'on parle de cybercriminalité et quand est-ce qu'on parle de cybersécurité. Donc, Monsieur Didier Simba est un Gabonais qui vit en Occident et qui a créé une société qui s'appelle DS Trust, comme je le disais tantôt, qui est spécialisé, qui est lui-même un expert en cybersécurité et qui a un cabinet justement de consulting spécialisé en cybersécurité. Donc, je tiens déjà à vous demander humblement de partager. C'est un thème qui est très important pour les entrepreneurs. C'est un thème qui est très important pour notre vie privée. C'est un thème qui est très important pour notre vie professionnelle. Les habitudes que nous allons adopter en entreprise, les habitudes que nous allons adopter dans notre vie privée, c'est très important de connaître aujourd'hui les activités qui sont liées à la cybercriminalité. Donc, vous êtes sur les différentes plateformes de UBA Gabon. Vous pouvez nous suivre sur notre page YouTube, vous pouvez nous suivre sur notre page LinkedIn et vous pouvez nous suivre aussi en direct sur notre page Facebook. Donc, petit rappel, les UBA Business Series, c'est une plateforme de partage et d'échange d'expériences. C'est une plateforme dans laquelle nous appelons, nous invitons des capitaines d'industrie, des responsables d'entreprise, des personnes qui ont une forte expérience dans un domaine donné, justement pour pouvoir la partager aux jeunes pousses, pour pouvoir la partager. C'est une RSE qui est faite par UBA justement dans une optique de renforcement des capacités et aussi dans les activités, cela concerne aussi les activités de nos invités justement qui veulent partager leur expérience à l'ensemble du public. Donc, partagez les liens, connectez-vous s'il vous plaît, connectez-vous, partagez les liens. Alors, qui est Monsieur Didier Simba? Nous allons rapidement partir. C'est le directeur général, comme je le disais tantôt, de la société DS Trust, qui est une société qui est un cabinet de consulting spécialisé dans la cybersécurité. Il cumule plus de 12 ans d'expérience dans le métier de la sécurité numérique. Donc voilà, il est un expert donc en sécurité. Il consulte, du moins il accompagne, il accompagne les entités étatiques ou privées justement dans toutes les problématiques liées à la cybersécurité. Il intervient également auprès des gouvernements, comme je le disais tantôt. Donc, fort de cette expérience, il est manager donc, de DS Trust. En parallèle de son activité principale donc, qui concerne la cybersécurité, il est le président du club d'experts de la sécurité de l'information en Afrique. Il a aussi, en plus de cette activité, il a aussi créé Gabon Ethical Hacker, donc des hackers éthiques du Gabon, donc qui est une association 100% gabonaise. Et à côté de cela, il a plusieurs ouvrages à son actif. Il a naturellement un livre qui s'intitule La cybercriminalité, la croisée. Voilà, La cybercriminalité, la croisée, publié en décembre 2022 aux éditions Baudelaire. Il a aussi
en 2024 publié un manifeste intitulé « La menace cybercriminelle au Gabon, l'urgence de création d'une agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ». Donc voilà, il retrace pour attirer l'attention des plus hautes autorités sur aujourd'hui les enjeux qui sont liés à la cybercriminalité. Donc, une fois de plus, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont connectées. Nous saluons ici M. Florent Odjo. Nous saluons ici M. Cohen. Donc, merci. Qui aura l'occasion peut-être d'ajouter quelque chose sur ce que nous avons déjà ajouté et puis nous entretenir justement sur toutes les problématiques liées à la cybercriminalité. Bonjour, Monsieur Simba. Merci infiniment d'avoir répondu positivement à cette invitation. Vous avez la parole. Bonjour à tous, bonjour Oxène et bonjour à toute l'équipe de UBA Gabon qui m'a invité sur ce webinaire. J'espère que vous m'entendez bien. Je n'ai pas hésité une seconde lorsqu'on m'a proposé de participer à cet échange que je trouve important et surtout indispensable, aussi bien pour le continent africain que j'accompagne déjà dans plusieurs cadres et j'en parlerai juste après, mais surtout pour le Gabon d'où je viens, où je considère que les efforts ne pourront être faits que par nous-mêmes les Gabonais. Après une telle présentation de moi, je pense que je n'ai pas trop grand-chose à ajouter. C'est d'abord un vrai plaisir pour moi, en tout cas, d'être sur cette plateforme qui est la 21e édition déjà, si j'ai bien compris. Et pour un 21e numéro, déjà, ça prouve que la session suit son cours et je lui souhaite bon vent, que ça ne s'arrête pas. C'est la 22e, pardon. 22e. Lapsus de ma part, c'est la 22e session. D'accord. Bah, c'est vraiment, ça prouve que le sujet tient son cours et que ça intéresse. Et j'ai bien pu remarquer également qu'il y a énormément de personnes connectées alors qu'il est 11h, 12h en France, en tout cas 11h au Gabon. Donc, les personnes s'intéressent vraiment et voir autant de personnes connectées autour du sujet de la cybersécurité, c'est bien que le besoin existe. Donc, c'est un vrai plaisir pour moi de partager avec vous mes expériences. Je propose qu'on passe directement sur les slides pour que j'en dise un peu plus sur ma présentation. La régie, comment ça marche? Voilà. Hop. Aujourd'hui, on va parler de comment protéger l'État et comment protéger les entreprises les entreprises privées. Donc, on va répondre à cette question tout au long de différents sujets, des différents points qu'on va aborder. Bien entendu, si vous n'avez pas les réponses à vos questions, vous pourrez les poser directement sur le chat. La régie se chargera de me les remonter ou alors les poser. Je ne sais pas comment c'est organisé, mais je répondrai directement à toutes les questions que vous poserez. On a essayé de penser le sujet d'une certaine manière, de l'emmener sous une certaine forme. Je ne suis pas sûr de répondre à toutes les questions que vous avez, toutes les préoccupations que vous pourrez avoir. Du moins, je ferai l'effort. Pour ce qui est de ma présentation, alors, ça a été dit, Roxane, et je vous en remercie énormément. J'ai une douzaine d'années d'expérience dans le métier de la sécurité du numérique, la cybersécurité. J'ai créé le CESIA. Alors, le CESIA, qu'est-ce que c'est? C'est une association à but non lucratif. C'est une plateforme principalement qui réunit les professionnels africains de la cybersécurité, donc qui sont directeurs de la sécurité des systèmes d'information, responsables de la sécurité des systèmes d'information, consultants de la cybersécurité. Les personnes à responsabilité sur les questions de cybersécurité sont les bienvenues au CESIA. Pourquoi principalement? C'est parce que le CESIA, on le verra plus tard, produit des livrables envers les pays africains pour accompagner justement les entreprises et les États sur ces questions de cybersécurité. Et qui de mieux que ces décideurs-là qui sont au cœur de l'activité cyber pour répondre à ces questions. Et c'est pour ça qu'on a donc réservé cette association à ces professionnels. Aujourd'hui, le CESIA compte plus de 180 membres et on est présent dans 21 pays d'Afrique. C'est vraiment que le sujet prend de plus en plus de l'ampleur. En parallèle, au-delà du continent, j'avais à cœur de ramener au Gabon ma compétence, mon expertise, mes expériences sur la question de la cybersécurité. Et donc, j'ai créé, il y a maintenant 2 ans, DS Trust, qui est un cabinet de conseil, le premier cabinet de conseil basé à Libreville, spécialisé en cybersécurité.
On accompagne les entreprises et le gouvernement, mais je vous expliquerai pourquoi les gouvernements, sur les questions de cybersécurité, principalement sur des notions de stratégie et de gouvernance de cybersécurité. Donc, tout ce qui a besoin de politique de cybersécurité, analyse de risque, audit, toutes les questions de gouvernance de cybersécurité, nous pouvons vous accompagner là-dessus. Et pour tous les aspects techniques également, donc on a vraiment une expertise 360 sur les questions de cybersécurité. Il suffit de nous contacter pour qu'on vous en dise un peu plus sur notre cahier de charge, enfin sur nos différentes compétences et nos expertises pour le faire. L'avantage avec DS Trust, c'est que, comme je le disais, nous sommes basés au Gabon et nos compétences également sont basées au Gabon et nous pouvons répondre en direct dans vos différentes entreprises. Fort de mes différentes expériences, j'ai publié, comme on l'a dit en introduction, un livre intitulé « Cybercriminalité, la croisée ». Pourquoi la croisée? Parce qu'en tant que président du CESA, je suis amené très régulièrement à être invité sur des différents pays que j'ai la chance de visiter déjà, une dizaine de pays africains, soit pour du conseil, soit pour des interventions d'événements. Et je prends toujours le temps d'échanger avec des professionnels sur place de la cybersécurité. Et je me suis dit que la perception de la cybercriminalité, la question de la cybercriminalité entre l'Occident, principalement la France où je vis, et le continent africain d'où je viens et les pays que j'ai eu l'occasion de visiter, il y a parfois des points de convergence et des points de divergence. Comment est-ce que je peux partager à un peu tout le monde cette question de cybercriminalité? Donc, je me suis proposé de publier ce livre qui s'appelle « Cybercriminalité, la croisée ». C'est un point de croisement entre les différentes perceptions. Pourquoi la croisée? En fait, il y a deux croisées. J'ai hésité de mettre les croisées, mais la première croisée, c'est que je voulais publier un livre qui soit audible, facile à comprendre pour toutes les populations. Pas seulement les professionnels de la sécurité, mais même des personnes qui ne sont pas dans le domaine doivent pouvoir être capables de lire le livre et le comprendre. C'est la première croisée. Et la deuxième croisée, comme je l'ai dit, c'est de partager un regard entre l'Europe et l'Afrique. Et je pense que j'ai atteint cet objectif, vu les quelques retours que j'ai déjà eus, et je serais ravi de continuer à avoir vos retours sur cette question. En parallèle, pour continuer à accompagner le Gabon sur ces questions de cybersécurité, j'ai créé en 2023 un réseau de professionnels, de hackers éthiques, des personnes avec des compétences très techniques, très poussées, qui s'appelle Gabon Ethical Hacker, qui réunit des professionnels de la sécurité. Le dirigeant de cette équipe est 100% gabonais. En fait, toute l'équipe est 100% gabonaise. GEH a participé en décembre 2023 au concours international de hacking qui a été organisé par la République de Guinée. Et sur 30 pays, GEH est arrivé en deuxième position, juste derrière l'équipe de France. On peut en être fier et aujourd'hui, je les vois encore travailler d'arrache-pied pour préparer d'autres concours, préparer d'autres rendez-vous sur ces problèmes sur ces questions de cybersécurité, de hacking en particulier. GEH a la particularité d'avoir des compétences techniques. Donc, c'est des compétences gabonaises, 100% gabonaises, avec ses capacités techniques pour accompagner, encore une fois, les entreprises et l'État, pourquoi pas, sur ses besoins techniques pour faire de l'audit, pour faire de la surveillance, pour faire du CERT, du SOC. J'utilise peut-être des mots techniques là-dessus, sur ces questions-là, mais en fait, c'est simplement de la surveillance technique sur les entreprises pour voir les cyberattaques arriver, pour contrer les cyberattaques. Je l'ai dit, hein, c'est des hackers éthiques, donc c'est des personnes qui savent réfléchir comme des pirates, c'est des personnes qui raisonnent comme des pirates, donc en fait, ils sont mieux placés que tout le monde pour pouvoir anticiper les coups des cyberattaquants, des criminels, etc. Toutes ces informations, vous pourrez les retrouver bien entendu sur mon site internet didiersimba.com et peut-être même un peu plus. N'hésitez pas à me contacter directement. Je suis assez réactif sur mes différents réseaux sociaux Didier Simba et je répondrai avec plaisir. Quand j'ai dit tout ça, juste un petit rappel comme ça pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai eu la chance, l'honneur de faire la première de couverture, enfin de faire le discours d'ouverture, autant pour moi, le discours d'ouverture au GITEX Africa à Marrakech au Maroc en mai dernier, donc en mai 2024. Le GITEX, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le plus grand événement tech de la cybersécurité en Afrique avec plus de 15 000 visiteurs. Et sur l'aspect cybersécurité, j'ai eu l'honneur de faire le discours d'ouverture. Vous pouvez le retrouver, je l'ai remis là, le lien. Je ne sais pas comment vous aurez accès. Peut-être que la régie pourrait le copier et le mettre dans le chat ou dans les différentes plateformes. Mais je vous ai partagé le lien
de ce discours d'ouverture que vous pourrez revoir. Pendant ces 14 minutes, je suis revenu, bien entendu, sur l'état de la cybersécurité sur le continent africain, la stratégie existante sur le continent africain et les forces et les faiblesses de notre stratégie, les axes d'amélioration, bien entendu, à mon appréciation et surtout à l'appréciation des membres du CESIA, c'est-à-dire le réseau, comme je le disais tout à l'heure, des professionnels de la sécurité, ces personnes-là même qui sont au cœur de l'activité. Et cette appréciation est bien entendu publiée dans un ouvrage que je présenterai juste après, que le CESIA publie tous les ans. Voilà. Ça, c'est pour le petit rappel. Je le disais, le discours d'ouverture est disponible sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez revoir ce discours quand vous le souhaitez. Pour ce qui est, alors, pour continuer, juste une petite communication. Après, je vous promets, on s'arrête là-dessus. Et je vais vous entretenir sur le sujet du jour, comment protéger l'État. Mais en fait, comment protéger l'État? Tout simplement, il faut continuer à créer de la compétence locale. Je vous ai parlé tout à l'heure de GEH, Gabon Ethical Hacker, et aujourd'hui, j'ai une communication pour vous, c'est celle de promouvoir les dames, autant pour moi les dames dans le domaine de la cybersécurité. Alors, on a lancé il y a maintenant quelques jours, c'était au 1er juillet, un programme de formation de 200 femmes gabonaises au métier de la cybersécurité. Pourquoi les femmes? Parce qu'en fait, dans les métiers de la tech de manière générale, les femmes ne représentent que moins de 5%. Et nous, on s'est donné le défi d'augmenter ce pourcentage-là en participant à notre manière, en leur apportant de la compétence. Il faut préciser que le programme est entièrement financé par nos sponsors, donc on demande simplement aux dames de s'inscrire pour participer à ce programme. À l'issue du programme, elles auront une certification qui est la certification Google Cybersécurité via notre partenaire. Et cette certification qui est internationale pourra permettre, bien entendu, à ces dames de se positionner sur les métiers de la cybersécurité. Le programme vise donc 3 objectifs. Le premier, c'est d'encourager les dames à intégrer les métiers du numérique et bien entendu les métiers de la cybersécurité en particulier. Renforcer les compétences du Gabon, comme je le disais tout à l'heure. Plus on a des personnes qui savent faire la cybersécurité, plus on se protège tout simplement. Et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs tout au long de cet échange. Et le troisième sujet, c'est promouvoir justement l'emploi dans le secteur du numérique au Gabon. Donc, augmenter les compétences, augmenter l'expertise, augmenter les recrutements des personnes dans le domaine de la sécurité, parce que force est de constater qu'il y a une pénurie de compétences sur les métiers de la sécurité et cette pénurie se manifeste à l'échelle internationale, à l'échelle du monde en tout cas. Face à cela, le Gabon ne devrait pas être resté bras croisés pour ensuite aller chercher des compétences à l'extérieur. Nous avons la possibilité de créer nos compétences en local sur place. Et c'est le programme justement SIGA qui se donne la mission d'accompagner cette création dans une première phase avec 200 femmes et peut-être les phases suivantes avec un peu plus. Le programme dure 6 mois. Il a commencé par une phase d'inscription. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 septembre. Mesdames, dépêchez-vous. Parmi vous, peut-être que vous connaissez des personnes qui seront intéressées. N'hésitez pas à leur en parler. C'est totalement, j'ai envie de dire, financé par nos partenaires. Il suffit d'aller sur le site qui s'affiche là, ssiga.ga, donc ssigabon.gabon, pour s'inscrire. Et il y aura, à partir du 27 septembre, la liste officielle des 200 dames qui participeront. Au moment où je vous parle, quand j'ai regardé les chiffres ce matin, on m'a informé qu'on était à près de 150 dames déjà inscrites. Il y a encore de la place, vous pouvez toujours vous inscrire et on reviendra bien entendu vers vous pour vous confirmer votre candidature et participer à ce programme. Le 1er octobre, le programme débute et durant 6 mois, vous serez accompagné non seulement à suivre ce programme-là, mais également vous accompagner à prendre confiance, à prendre position, à vous manifester sur les métiers de la sécurité. Et il y a mes slides qui ont sauté, donc ça m'a perturbé 5 secondes. Donc voilà, et bien entendu, derrière, avoir votre certification. Et ensuite, à la fin du programme, c'est au 28 février, et en mars, nous aurons 2 cérémonies de remise de certificats, remise de diplôme, entre guillemets, une cérémonie à Paris, en France, pour les personnes qui seront en France, et une autre cérémonie à Libreville. Donc, nous vous invitons vraiment à participer. Nous avons aujourd'hui déjà le soutien très fort de l'ambassade du Gabon en France, le consulat du Gabon en France. Nous avons encore beaucoup de négociations avec d'autres partenaires qui s'ajouteront, certainement le ministère de l'économie numérique à Libreville et d'autres organes qui sont très proches de nous accompagner. Toutes ces communications seront faites au fur et à mesure sur nos différents réseaux sociaux.
C'était la petite partie communication. Je vais donc du coup tout de suite attaquer notre sujet. Je vous disais en prélude, je ne vais pas rester sur cette partie, sur cet aspect publicité, en guillemets. Avant d'aller plus loin, ce que j'aime souvent faire dans mes interventions, c'est qu'on se mette d'accord sur les définitions, parce qu'on va beaucoup utiliser beaucoup des jargons. Il faudrait qu'on se dise bien de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de cyberattaque, quand on parle de cybercriminalité, quand on parle de cybersécurité, de quoi est-ce qu'on parle précisément. Il faut comprendre qu'au début de l'informatique, lorsque l'informatique est arrivée aux alentours des années 1980, 1990, on parlait de sécurité informatique parce que c'était l'informatique. Et ensuite, derrière, il y a eu beaucoup d'évolutions, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées par là, l'ordinateur portable, le Wi-Fi, la connexion à distance, enfin les connexions à distance via des VPN. On a eu beaucoup d'équipements qui sont entrés en liste et au fur et à mesure, on a vu apparaître un mot qui s'appelle cybersécurité. Et la cybersécurité, c'est quoi? Enfin, on a entendu parler de cybersécurité, de cyberattaques, de cybercriminalité, de cyber. Donc, en fait, il y a tout un champ lexical qui est arrivé avec le mot cyber. Ce que j'aime bien dire aux personnes, c'est de ne pas se perdre avec le mot cyber qui fait juste allusion à l'outil numérique. Mais en fait, derrière, si vous enlevez le préfixe cyber, vous allez bien retrouver sécurité, attaque, guerre, criminel, etc., etc. Donc, le jargon n'est pas très loin. Je vous propose donc qu'on se mette d'accord sur la définition de cyberattaque en particulier. Une cyberattaque, c'est un acte malveillant. J'insiste bien sur le mot malveillant. Une action qu'on n'avait pas vocation à mettre en œuvre, mais qui a bien sur un dispositif informatique, bien entendu. Ça peut être un ordinateur, comme ça peut être une tablette, comme ça peut être simplement une application, un site Internet, etc. Mais qui a atteint de manière significative, j'insiste bien sur ce mot, et vous allez comprendre pourquoi, qui a une atteinte sur la confidentialité et ou l'intégrité et la disponibilité du système informatique en question. À partir du moment où il y a un impact, il y a une atteinte sur ces trois aspects et que derrière, il y a un impact, encore une fois, significatif sur l'image, les finances, l'organisation, le juridique et ou le réglementaire, on peut parler de cyberattaque. J'insiste là-dessus parce que force est de constater qu'il y en a encore qui font très peu la différence avec les incidents informatiques. Un incident informatique, c'est j'arrive le matin, un collègue, l'agent de ménage en faisant le ménage a bousculé le câble de connexion de mon ordinateur, le câble de connexion n'est pas bien branché et du coup, quand j'arrive, l'ordinateur ne s'allume pas et on parle de cyberattaque. Non, c'est juste un ordinateur qui n'a pas été reconnecté et là, peut-être que ça a eu un impact sur beaucoup d'autres choses derrière. Mais la cyberattaque, c'est bien quelque chose qui peut avoir un impact. Quand je parle de significatif, c'est surtout la raison de la durée. C'est-à-dire que l'impact s'étend dans le temps et on peut avoir une mauvaise communication sur l'image de marque de l'entreprise ou du pays. On peut avoir un impact financier parce qu'on demande de payer une rançon, parce qu'on a dû racheter de l'équipement informatique, parce qu'on a dû faire venir des experts, des DS-13 par exemple, pour accompagner là-dessus. Et bien entendu, on a déboursé quelque chose qui n'était pas prévu à la base. Et cet impact financier, justement, traduit la notion de cyberattaque. Et l'impact organisationnel, les collaborateurs doivent se restructurer. On a vu dans certains pays où les mairies, par exemple, étaient attaquées. Tout ce qu'on faisait via notre ordinateur, on ne peut plus le faire depuis l'ordinateur. On se retrouve à le faire sur le papier. Et donc, la productivité est ralentie. Ce qu'on pouvait faire sur un ordinateur en 2 minutes, on se retrouve à le faire sur le papier en 3 heures. Et donc, on perd en productivité. Et quand on perd en productivité, bien entendu, on perd en argent. Il y a l'impact d'image aussi derrière, etc. Cette définition, je tiens à le préciser, est une extraction du baromètre de la cybersécurité en Afrique. Mais le baromètre, je vous en parlerai juste après. On est d'accord sur la définition de cyberattaque. Je vous propose également une définition de la cybersécurité. On a parlé de l'impact sur la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité. Donc, un acte malveillant qui a un impact sur ces trois outils avec des conséquences significatives, financières, organisationnelles, juridiques et réglementaires. On parle de cyberattaque. Mais en fait, pour éviter qu'il y ait un impact sur la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité, on s'arrange souvent à mettre autour beaucoup de choses. On peut mettre des pratiques, on peut mettre de la technologie, des firewalls, des routeurs, des switches, etc. On peut mettre
des processus en place. Typiquement, tel collaborateur, en tant que collègue qui fait telle activité, n'a pas le droit d'avoir accès à telle application. C'est un processus qui est écrit et ce processus, autant pour moi, a vocation à éviter justement qu'une personne d'une activité A ait accès, donc accès à la confidentialité peut-être, des informations contenues dans une activité B. Tout ce qu'on met en place de manière pratique, technologique ou processus qui permet de protéger la disponibilité, de garantir autant pour moi la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité des informations, c'est ce qu'on dit cybersécurité. Donc la cybersécurité ne se limite pas à empiler des solutions, ça ne se limite pas à empiler des équipements réseau, ça part aussi des processus sur la formation, processus sur la sensibilisation, les pratiques, les bonnes pratiques, comment se connecter le matin, les rappels de comment se connecter à distance, qu'est-ce qu'on fait quand on a un ordinateur professionnel, etc., etc. Tout ça a pour vocation à garantir la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité. Quand ça s'est mis en place, normalement, on a mis en place ce qu'il faut pour garantir, on fait la cybersécurité autant pour nous. Si cette définition n'est pas très claire pour vous, je serai bien entendu disposé à revenir dessus via vos questions. N'hésitez pas à les poser. Elles me seront remontées juste après dans le chat. Avant d'aller plus loin, je vous ai dit tout à l'heure que je vous parlerai du baromètre de la cybersécurité. C'est le document via lequel on a fait une extraction, j'ai fait en tout cas une extraction de la définition de cyberattaque. Dans ce baromètre, aujourd'hui, c'est la 4e édition déjà que vous pouvez retrouver sur le site internet du CESIA. Je vous parlais du CESIA tout à l'heure, le club d'experts de la sécurité de l'information en Afrique, qui compte aujourd'hui plus de 180 membres. Chaque année, le CESIA publie un baromètre de la cybersécurité sur le continent. Ce baromètre a pour vocation de rendre compte de l'état de la cybersécurité sur le continent, l'évolution de la cybersécurité, de la cybercriminalité en particulier, les conséquences, les impacts, etc. Et donc, il y a des indicateurs qu'on suit d'une année à une autre pour être en capacité de voir comment ça évolue, mais surtout permettre aux décideurs, c'est-à-dire les professionnels de la cybersécurité, de prendre des décisions. Parce que quand on sait, par exemple, que le rançongiciel, cette année, est en train de prendre de l'ampleur sur le continent africain, on peut mieux se préparer parce qu'on sait que ça a déjà attaqué tel pays, tel autre pays, etc., ou telle autre entreprise, et donc on n'est pas à l'abri, nous aussi, de se faire attaquer. Et ce baromètre permet donc de prendre des bonnes décisions. Il permet également d'avoir des indicateurs propres au continent africain. L'idée justement du CESIA de publier cet ouvrage est venue du fait qu'il y a quelques années encore, quand on parle de cybersécurité, et encore aujourd'hui d'ailleurs, quand on parle de cybersécurité, force est de constater que malheureusement, on prend des indicateurs de l'Occident. On est capable de dire soit 80% des cyberattaques, c'est le phishing, mais 80%, quand on demande c'est quoi la source, ben, c'est le document tel qui viendrait de tel autre pays qui est en Occident. L'objectif, c'est de pouvoir parler des indicateurs du continent africain, puisque ce baromètre, comme je l'ai dit, il est édité uniquement par nos membres pour garantir la qualité de notre rendu et il rend compte, bien entendu, des problématiques sur le continent. N'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit, c'est libre de téléchargement sur le site internet du CESIA. Vous pouvez vous le parcourir, il est assez facile à comprendre, mais il vous donne, bien entendu, une visibilité sur le continent. C'est donc sur ce baromètre que je me suis appuyé pour faire le discours d'ouverture dont je vous parlais tout à l'heure au GITEX à Marrakech il y a quelques mois, enfin en mai dernier. Et c'est bien entendu sur ce baromètre que je me suis également appuyé pour vous faire cette présentation, puisque comme je viens de le dire, c'est via ce baromètre que j'ai extrait, c'est de ce baromètre que j'ai extrait la description, enfin la définition de ce qu'on entend par cyberattaque. Pour continuer, alors dans ce baromètre, j'ai fait une extraction de quelques points précis que je voulais vous présenter, en tout cas 2 chiffres que je voulais vous présenter à l'échelle du continent africain. Et quand on parle du continent africain, on va faire un effet d'entonnoir, on va partir du continent africain et ensuite on fera un zoom sur le Gabon et ensuite on restera sur le Gabon et après quoi j'aurai fini ma présentation. Sur le continent africain, j'ai choisi de retenir un fait très marquant parce que ça a été médiatisé. Donc, vous pouvez le trouver sur Internet, l'Union africaine qui, comme vous le connaissez, est notre organe fédérateur, hein, l'organe qui est censé nous représenter, qui est censé nous parler au nom du continent, a été cyberattaqué et c'est plus de 200 postes de travail qui ont été paralysés, qui ont été vulnérables. Donc,
L'Union africaine a été cyberattaquée. Je peux me passer de vous citer plein d'exemples là-dessus. C'est plusieurs organes, plusieurs entités sur le continent qui ont été attaqués, des pays qui ont été également attaqués, qui ont été paralysés. Et quand on parle d'attaque, on parle bien, encore une fois, comme je l'ai dit dans la définition, de quelque chose qui a rendu indisponible ou qui a eu atteinte à l'intégrité ou alors à la confidentialité, par exemple, la fuite des données de l'entreprise, les bases de données de l'entreprise, des informations confidentielles de l'entreprise, les communications, les informations stratégiques d'une entreprise peuvent se retrouver comme ça sur Internet tranquillement parce que le cybercriminel a eu accès à des informations dont il n'avait pas besoin, il n'avait pas le droit d'avoir accès et les rendre publics. Et ça, c'est des phénomènes qui sont déjà arrivés pour plusieurs personnes. Dans le cas de l'Union africaine, dont on parle ici, c'était beaucoup plus l'indisponibilité de ces équipements. Donc, vous imaginez un matin, vous arrivez, incapable de vous connecter, incapable de travailler, tous les collaborateurs à l'arrêt, c'est déjà arrivé aux autres, ça peut arriver à tout le monde. Le chiffre qu'on a trouvé intéressant de vous partager ici, c'est 75% des cyberattaques des entreprises, autant pour moi, des entreprises en 2023 disent avoir été cyberattaquées. 75%, c'est 3 entreprises sur 4 quand même. 3 entreprises sur 4 l'année dernière déclarent avoir eu au moins une cyberattaque. Une cyberattaque, encore une fois, c'est pour ça que j'ai mis la définition au début, c'est vraiment quelque chose qui a eu un impact très significatif sur l'organisme, sur l'entreprise, sur la disponibilité, l'intégrité ou la confidentialité des informations de l'entreprise. La hausse est de 18% par rapport à l'année dernière, c'est très remarquable. Et le vecteur d'attaque privilégié, c'est le phishing. Le phishing, c'est ce mail que vous recevez qui vous dit que vous avez gagné quelque chose ou alors qui vous dit que vous avez en retard ou votre antivirus n'est pas à jour. Merci de cliquer ici pour le mettre à jour. Bref, il faut remarquer, on remarque également que le phishing tient dans la durée. 75%, c'est le phishing parce que, en fait, ça continue de marcher sur le continent, en tout cas. Ça marche très bien et aujourd'hui, les cybercriminels se sont perfectionnés sur le phishing. Il y a quelques années, on était capable de dire aux personnes en phase de sensibilisation, quand vous recevez un mail de phishing, faites attention, il y a parfois des fautes d'orthographe, mais en fait, les fautes d'orthographe venaient du fait que les personnes qui lançaient ces attaques de phishing venaient des mondes anglophones, par exemple. Et donc, ils faisaient des translations, des traductions basiques sur Google Traduction, par exemple. Et donc, il y avait des fautes qui se glissaient ou alors des formulations de phrases qui pouvaient se glisser. Et donc, c'était très facile de comprendre qu'une entreprise qui se respecte ne pourrait pas écrire un mail ou un message avec des fautes ou avec des formulations de ce type. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, encore plus avec l'IA, dont on parlera peut-être un peu plus loin. Ce n'est plus le cas. On peut tranquillement lancer une cyberattaque en phishing et ça arrive avec une qualité. Vous ne pourrez quasiment pas déceler l'erreur là-dedans. Donc, voilà les chiffres qui font froid dans le dos, qui montrent qu'on n'est pas à l'abri. S'il y en a qui se font attaquer 3 entreprises sur 4, pourquoi pas nous? Nous ne sommes pas les meilleurs. Et on remonte, donc toujours dans le baromètre de la cybersécurité, j'ai trouvé très intéressant de vous partager le chiffre de 57%, plus de 60% des entreprises, près de 60% pour moi des organismes africains ne disposent pas de programmes de cyber-résilience. C'est très paradoxal quand même parce que quand on part du principe que 3 entreprises sur 4 se font attaquer, mais derrière, il n'y a personne qui se dit on va se préparer à ce que si jamais ça arrive, on soit capable d'être résilient, qu'on soit capable de continuer notre activité. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, pour moi, en tant qu'expert, c'est très perturbant de le constater. Et 60%, c'est énorme. C'est énorme. C'est 6 entreprises sur 4 ne trouvent pas pertinent de mettre en place un programme de résilience. Et quand on parle d'entreprise, j'ai envie de dire, même à l'échelle d'un État, en fait, et aujourd'hui, on parlera de l'État, mais on verra bien qu'il n'y a pas de grande différence. La frontière est très mince entre ce qui se passe dans les entreprises et ce qui se passe dans les États, et vous comprendrez pourquoi. Parce que c'est l'État qui donne le ton. Je propose donc qu'on fasse un zoom rapide sur le Gabon, mais avant d'aller sur les chiffres du Gabon, je tenais à partager avec vous quand même quelques points d'attention. Le premier point d'attention, c'est surtout qu'on a une absence totale de communication, de médiatisation. C'est très difficile pour nous, pour moi en tout cas, de vous sortir des chiffres là-dessus parce que, en fait,
personne ne dit rien. C'est très difficile de venir dire que j'ai été cyberattaqué. Vous l'avez compris, hein, il y a un risque d'impact sur l'image, etc. Donc, en fait, lorsqu'on est cyberattaqué, on met ça sous le tapis et puis on oublie, on passe à côté. Quelquefois, quand même, on a des choses qui sortent, mais vous verrez bien que c'est tellement ponctuel qu'on a l'impression qu'en fait, il ne se passe rien. Mais vous allez comprendre le risque qu'il y a derrière. Ensuite, une deuxième difficulté d'avoir ce chiffre, c'est la peur de la sanction. Et ça, je le dis ici, mais il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai discuté, je le dis, hein, chaque fois que je suis en déplacement, je prends le temps de discuter avec les professionnels de la sécurité dans le pays en question. Et en particulier au Gabon, j'ai beaucoup entendu, oui, mais si moi je t'en parle ou si moi j'en parle de manière publique, ben, je peux me faire virer. C'est très, très, très dommage d'entendre ça. Et à chaque fois, j'ai manifesté mon désarroi de me rendre compte qu'on a peur de se faire virer parce que si on en parle, on s'expose, on expose notre tête, on expose notre poste et donc on prend le risque de se retrouver au chômage et donc de condamner notre famille. Le problème avec ça, c'est que les cybercriminels, ils se frottent les mains en fait. Vous allez le voir, les cybercriminels, ce sont des personnes très, très, très bien organisées. Il y en a qui savent préparer des cyberattaques, il y en a qui savent lancer des cyberattaques, il y en a qui savent collecter des informations, il y en a qui savent les mettre en vente, il y en a qui savent les acheter, et ils se parlent entre eux énormément, à minima, via une plateforme qui s'appelle le Dark Web. Là-bas, ils se parlent, ils se vendent des choses, ils se vendent des trucs, ils se connaissent, ils savent où ils sont les uns les autres. Ils sont très organisés, très structurés, très partageants entre eux. Mais nous qui voulons se défendre d'eux, en fait, on se dit non, moi, je ne dirai pas à mon frère, je ne dirai pas à mon collègue, je ne dirai pas au pays voisin. En fait, la chance que nous avons, c'est qu'au CESIA, on a quand même quelques membres et ces membres-là ne partagent pas les informations confidentielles. Je tiens vraiment à le préciser là-dessus, ne partagent aucune information confidentielle en lien avec l'entreprise, mais ils ont de l'expérience, ils ont un savoir-faire et ils peuvent partager les bonnes pratiques à leur appréciation. Typiquement, dire que moi, à votre place, voilà comment j'aurais réagi face à telle situation, ça n'a rien de secret pour une entreprise. Ça permet simplement à l'entreprise en face de se préparer parce que c'est vraiment un effet domino. Une entreprise qui se fait attaquer, ce qu'on observe aussi, c'est que les cybercriminels exploitent les mêmes vulnérabilités parce qu'ils savent que les professionnels gabonais, africains de manière générale, ne se parlent pas entre eux. Donc, si ça a marché chez A, il n'y a qu'à exploiter la même chose chez B. Il y a de fortes chances que ça marche. Ils ne se sont pas parlé. Donc, voilà pourquoi nous avons encore du mal à communiquer sur la cybersécurité parce qu'il y a ce risque de peur. Et bien entendu, le troisième point, il y a cette difficulté, il y a cette méconnaissance du sujet. Quand je parle de méconnaissance, je ne suis pas en train de parler d'ignorance. Je parle bien de la difficulté parfois à faire la différence entre certains aspects. Par exemple, j'ai encore entendu parfois de la bouche des professionnels de la cybersécurité la différence entre une cyberattaque et un incident informatique. J'en ai parlé au début. La frontière est encore très faible. On a encore parfois du mal à faire la différence. Et cette méconnaissance du sujet sur parfois des aspects très simples, bien entendu, fait les choux gras des cybercriminels, mais derrière, ça fait que on ne peut pas communiquer sur des chiffres, on ne peut pas communiquer sur des faits marquants, on ne peut pas communiquer sur ce qui se passe parce qu'en fait, on ne sait peut-être pas de quoi est-ce qu'on parle. Quand j'ai précisé ces 3 points, je tiens quand même à dire que l'objectif, c'était pour moi de dire la difficulté que j'aurais à vous partager quelques chiffres, mais ce n'est pas pour autant que je n'en ai pas. J'en ai quand même et c'est la chance que nous avons côté CESIA. En tout cas, c'est la chance que moi j'ai en rencontrant quelques professionnels, en échangeant régulièrement avec les professionnels et en accompagnant des entreprises, c'est d'être capable d'avoir ces indicateurs-là. En parlant d'indicateurs, on l'a dit en introduction, j'ai publié ce manifeste qui rend compte, que j'ai intitulé Manifeste, la menace cybercriminelle au Gabon, l'urgence de création d'une agence. Vous verrez juste après pourquoi je parle d'urgence de création, mais en fait, dans ce manifeste, je reviens sur l'histoire de la cybercriminalité, comment est-ce que c'est arrivé, comment ça évolue au Gabon, la stratégie qui existe avec ses forces et ses faiblesses, et bien entendu, comment est-ce qu'on peut répondre face à ce fléau qui n'est pas des moindres.
Les chiffres que j'ai à vous présenter rapidement. En 2016, le Gabon a explosé sur la toile avec la désinformation. La fuite des données, c'était la fête totale. Sur les réseaux comme le Dark Web, les données des Gabonais ont été vendues, ont été distribuées. On pouvait retrouver des fuites d'informations partout. Bien entendu, c'était lié au contexte politique. Les cybercriminels avaient un regard particulier sur le pays. Il y avait des élections présidentielles, etc. Mais bon, ça permettait de se focaliser sur le pays. En 2020, l'Union internationale des télécommunications a classé le pays 156e avec un score de 11,36 sur 100. Et le Gabon a été donc classé comme étant un des pays les moins engagés en matière de cybersécurité. En 2023, c'était une année particulièrement très dense en matière de cybersécurité, en matière de cybercriminalité. On a eu encore une fois énormément de fuites de données, on a eu beaucoup de désinformations. Au passage, en juin 2023, il y a une banque qui a été cyberattaquée, où les criminels ont demandé une rançon de près de 100 millions de francs CFA. La banque a démenti la cyberattaque. Force est de constater qu'il y a eu une demande de rançon derrière. On n'a pas eu suite de l'information. En novembre de la même année, c'est un grand organisme étatique du Gabon, encore une fois dans le secteur financier, qui a été aussi cyberattaqué. Cette fois-ci, les cybercriminels ont fait de la défiguration du site Internet. Quand on allait sur le site Internet, on cliquait sur un lien et on était redirigé sur des sites porno. Ça a été corrigé à la hâte quelques heures après, mais le mal était fait parce qu'il y a eu derrière un impact sur l'image, potentiellement un impact de restructuration, de financement de l'infrastructure, etc., etc. Donc, il y a toujours ce risque de dépenses, etc. Mais encore une fois, ce qui est très écœurant, c'est de se rendre compte que ces criminels, comme on dit au Gabon, ils ne forcent pas le talent en fait. Ils exploitent des vulnérabilités connues. Ils vont sur des choses très basiques et très simples et ça marche. Ce qu'il faut surtout se dire, c'est que ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Un vrai cybercriminel n'a pas vocation à vous faire savoir qu'il est là. Il n'a pas vocation à vous faire savoir qu'il est dans notre système. Et en matière de cybersécurité, il y a une règle qui dit que lorsque vous voyez une cyberattaque, lorsque vous avez une cyberattaque devant vous, en fait, le cybercriminel, il est dans votre système depuis en moyenne 180 jours. S'il est là depuis 180 jours, vous pouvez bien imaginer que la rançon qu'il vous demande, c'est parce qu'il estime avoir eu quand même pas mal de choses. Il a eu le temps de se balader dans votre système correctement avant que vous ne vous rendiez compte. Analysons donc les tendances rapidement. En matière de tendances, ce qu'on observe, comme je le disais tout à l'heure, c'est que le profil du cybercriminel varie. On retrouve de tout. On retrouve des étudiants, on retrouve des informaticiens mal payés. Et encore une fois, je sais de quoi je parle. Il considère qu'il n'a pas un bon salaire lorsqu'il est contacté de manière très anonyme par une personne X qui se trouve à l'autre bout de la Terre, qui lui promet quelque chose et lui demande de lui filer la base de données et que ça va rester confidentiel. Ça peut arriver. C'est déjà arrivé dans certains cas, c'est déjà arrivé dans certains pays, croyez-moi que ça peut arriver. Il y a aussi des organisations internationales qui font de la surveillance. Je le disais tout à l'heure, le cybercriminel n'a pas besoin d'être visible. Quand on fait de la surveillance, on n'a pas besoin de se montrer. Quand on fait de l'exfiltration des informations, on n'a pas besoin de se montrer. Et là, bien entendu, ça impacte tout de suite le pays. Il est question de souveraineté nationale, il est question de sécurité nationale. On peut croire que cela relève de la sécurité, enfin, du gouvernement, mais normalement, ça relève de tout le monde. Pour atteindre le chef de l'État, par exemple, on pourrait passer par la personne lambda qui travaille à la présidence ou alors la personne lambda qui va simplement régulièrement à la présidence et cette personne-là peut détenir une information qui serait nécessaire, on ne sait pas laquelle, mais qui serait nécessaire pour les personnes qui sont en train de préparer leur coup. Et donc là, on est vraiment à l'échelle État, à l'échelle pays, et ça fait peur. On observe également, bon, ça je le dis, mais croyez-moi, c'est pas des faits tirés par, enfin, imaginaires. On n'est pas dans le monde des bisounours, c'est des faits réels. C'est déjà arrivé dans d'autres pays où le Mali, par exemple, qui avait donné, je tiens vraiment à revenir sur cet exemple, qui avait un prestataire externe qui devait lui faire les cartes nationales suite à un conflit entre les deux pays.
le Mali a fait le bras de fer avec ce prestataire-là pour récupérer les accès réseau pour pouvoir continuer à produire ses propres cartes d'identité. Ce genre d'exemple peut arriver très vite parce qu'on ne sait pas comment évolue le monde, on ne sait pas comment évolue la question de la cyber, enfin les relations internationales. Il suffit d'une phrase mal placée pour qu'un conflit explose. On a vu le conflit en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. La Russie n'a pas hésité à attaquer les systèmes d'information, coupure d'électricité, coupure de traitement d'eau, et hop, les personnes se retrouvent en difficulté. Encore une fois, nous ne sommes pas à l'abri. Il suffit d'observer le monde pour se rendre compte que nous sommes exposés également. On a des cybercriminels qui ne font pas de différence. Ils attaquent tout ce qu'ils trouvent. Il n'y a pas de « je vais attaquer que des banques, je vais attaquer que… » Non, ils tapent dans toutes les portes, ils lancent dans le tas. Il y a bien une porte qui va finir par s'ouvrir. Et là où ça s'ouvre, il rentre, il regarde ce qu'il peut prendre. Et on a également, enfin, je m'arrête là, le rançongiciel, qui est l'arme préférée. Le rançongiciel, c'est on prend en otage votre système d'information et on vous demande de payer une rançon. Ça commence à exploser au Gabon. Rien que sur l'année 2023, c'est 3 cas de rançongiciel qui ont été recensés. Et ça fait beaucoup de dégâts parce que je peux vous dire que ça coûte très cher de se remettre des rançongiciels. Il faut compter quand on est vraiment frappé, il faut compter entre 6 et 3 ans pour revenir au service optimal. Voilà. Et du coup, pour répondre à la question, parce que là, je viens de citer pas mal de choses qui pourraient faire peur, mais bon, normalement, on n'a pas peur puisqu'on est au courant de toutes ces choses depuis. La question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on protège le Gabon? Comment est-ce qu'on protège aussi bien l'État que les entreprises? Ce qui est observé, je pourrais faire partir de ce qui est fait à l'échelle de notre continent, puisqu'on appartient au continent africain, et faire un parallèle avec notre pays. Et c'est un chemin, c'est une stratégie, c'est une démarche que je défends déjà depuis plusieurs années, que je recommande au Gabon depuis plusieurs années. On a la chance sur le continent d'avoir un document public qui s'appelle la Convention de Malabo, qui a été publiée en 2014, qui, à mon avis, doit déjà se faire réviser, mais au moins elle a matière et valeur d'exister, publiée par l'Union africaine, qui jette la base sur la structure, enfin, sur l'organisation de la cybersécurité sur le continent. Comment est-ce que le continent doit gérer sa cybersécurité et sa protection de données personnelles? Je pense que le Gabon devrait commencer par là. Ratifier la Convention de Malabo. Le Gabon, aujourd'hui, n'a pas ratifié la Convention de Malabo. Ensuite, le Gabon devrait créer, et ça c'est mon cheval de bataille, si vous avez compris l'objet du manifeste que j'ai publié sur l'urgence de création du NANSI, le Gabon devrait créer un organe qui régule, qui traite et qui organise les questions de cybersécurité. Aujourd'hui, 19 pays africains ont créé une agence ou alors un organe équivalent. Le Gabon doit avoir un organe dédié, j'insiste bien sur ce mot, dédié aux questions de la cybersécurité. Qu'est-ce que cet organe devrait faire? Mettre en place une stratégie nationale, nous n'en avons pas. Mettre en place une stratégie nationale qui dicte comment est-ce que les organes publics, privés doivent se comporter face à la cybersécurité. Et ensuite, mettre en place une politique nationale qui permet de opérationnaliser la stratégie nationale. De manière opérationnelle, comment est-ce que les organismes devraient mettre en œuvre la stratégie nationale? Quand on a dit tout ça, ça reste assez superficiel, j'ai envie de dire, mais vous conviendrez avec moi que l'objectif, c'est de construire la stratégie nationale et de déployer, bien entendu, un cadre. Aujourd'hui, ce qui est fait au Gabon, et je vais vraiment finir là-dessus, c'est de se dire qu'on a un cadre existant, on a des choses qui sont faites. Je ne suis pas en train de dire, alors là, très loin de moi, l'idée de croire qu'on n'a rien. On a beaucoup de choses déjà faites au Gabon et j'en suis très fier. Mais j'ai vraiment un sentiment on tâtonne. Aujourd'hui, on va faire A. Demain, on a une nouvelle idée, on va faire B. Après, demain, on a entendu parler d'un truc, on va créer un data center. Ensuite, on va faire ceci, on va faire cela. Par exemple, le projet de création de data center, j'ai eu l'honneur de rencontrer l'ancien Premier ministre de l'économie numérique lorsque le projet était sur la table et je lui ai dit que c'était une très bonne idée. Mais quand on sait que les personnes, enfin les organismes qui vont créer, qui vont construire ce data center, ce n'est pas les Gabonais,
C'est donc on va appeler des prestataires externes et il y a des prestataires, je ne citerai pas le nom ici, qui savent construire des bâtiments et mettre des caméras dans des bâtiments. Bon, qu'est-ce qui empêche ces personnes de le reproduire au Gabon? Comment est-ce qu'on maîtrise ce risque-là? Les équipements réseau qui seront dans notre data center sont des équipements qui ne sont pas fabriqués au Gabon. On n'a pas le choix, on va devoir les importer. Comment on garantit que ces équipements n'exfiltrent pas nos données? Tout ça demande une stratégie, une organisation, un besoin de comprendre ce qu'on a envie de protéger et ensuite aller sur la construction du data center. Construire un data center avant une stratégie nationale, pour moi, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Et bien entendu, c'est à l'image de tout ce que je pense que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Voilà, moi je vais en rester là-dessus. Je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Comme je le disais, n'hésitez pas à me contacter via mes différents réseaux sociaux et vous avez beaucoup d'informations sur mon site internet. Je vous remercie et je suis disponible. Monsieur Simba, merci encore pour cette brillante présentation et ces informations qui sont très importantes. On a déjà compris, contrairement à ce qu'on pensait, que l'Afrique était moins attaquée que les autres continents. Ben, on se rend compte au travers de votre intervention que ce n'est pas le cas et qu'aujourd'hui, les chiffres que vous avez donnés, justement, 57% des entreprises ne sont pas cyber-résilientes, comme vous avez dit, 74%, je crois, ont été attaqués en 2023. Trois quarts des entreprises ont été attaquées. Le silence donne la force aux cybercriminels, justement parce que ceux qui sont attaqués, généralement, ne sont pas transparents sur les attaques, donc n'arrivent pas à partager des informations. Or, les cybercriminels, entre eux, arrivent à capitaliser. Vous avez, je pense, répondu à toutes les interrogations qu'on aurait pu avoir sur la cybercriminalité de façon générale et justement comment le pays, le Gabon en tant que l'Afrique en général et le Gabon en particulier, en tant qu'État, peut se protéger et justement protéger aussi les entreprises qui sont basées au Gabon et les entreprises elles-mêmes aussi, qu'elles puissent prendre conscience justement de l'importance de ce sujet qui est capital. Donc, nous allons rapidement partir sur les questions du public et une question ici qui concerne, je pense, la carrière. Hein. Nous allons prendre la question de monsieur Lionel Mboumba qui pose cette question qui est assez longue, mais que je vais tout de même lire, qui dit ceci. Donc, il parle ici de carrière sur les études, ou du moins les études qui sont, les formations qui sont liées à la cybercriminalité ou à la cybersécurité. Donc, il dit ceci. Le véritable problème avec le Gabon, c'est que beaucoup d'entreprises, voilà, le véritable problème avec le Gabon, c'est que beaucoup d'entreprises et même de très grosses boîtes ne trouvent pas l'intérêt de se doter d'un expert en cybersécurité vu le risque des cyberattaques très rares. Ce qui fait que ceux qui se forment dans ce domaine, notamment à l'extérieur, se sentent obligés de se reconvertir et, voyant cela, les générations qui suivent valorisent de moins en moins ce domaine. Quel commentaire avez-vous par rapport à… Quel commentaire pouvez-vous donner par rapport à ce constat de notre internaute? Alors, la réponse que j'ai à Lionel, c'est de se dire que, d'après ce que je viens de présenter, en tout cas, les cyberattaques ne sont pas rares, ils sont très fréquents. C'est juste que on fait beaucoup la politique de l'autruche, on met sous le tapis et on n'en communique pas. Et d'autant plus qu'on n'a même pas au Gabon, il faut aussi le dire, de médias dédiés à la tech ou des médias dédiés au numérique de manière générale. Ce qui fait que lorsqu'on est cyberattaqué, ben en fait, on n'est pas au courant et l'utilisateur final, lui, il vient regarder par exemple son compte en banque. On lui dit que telle banque a été cyberattaquée, il regarde son compte en banque, il y a tout son argent, il ne se pose pas de questions pour la suite. Ce qui se passe derrière le dark web, c'est que les données ont fuité, le nom, le prénom, l'adresse, la pièce d'identité, etc. Les cybercriminels, ils savent exploiter ces choses-là. Donc, les cyberattaques ne sont pas rares, elles sont très régulières. Maintenant, pour répondre à la question de oui, on ne recrute pas les experts, oui, parce qu'aujourd'hui encore, ce n'est qu'un sentiment personnel. Hein. Comme on dit en Afrique, le poisson pourrit par la tête. C'est-à-dire que si le décideur lui-même, et je pense que je vais répéter cette phrase plus d'une fois, si le décideur lui-même, c'est-à-dire le directeur général, n'a pas compris ou alors a très peu d'informations pertinentes sur la question de la cybersécurité, il prendra très peu de décisions. Quand il a des informations, on lui dit non, ne vous en faites pas, monsieur le directeur général, tout se passe très bien, on n'a pas de problème là-dessus.
j'ai vu une annonce passer il n'y a pas très longtemps, mais vraiment il n'y a pas très longtemps, il y a moins de 3 semaines, d'une banque qui recrute un RSSI en 2024. Et la banque au Gabon recrute un RSSI en 2024, cherche son RSSI en 2024. Pour moi, c'est assez aberrant, d'autant plus que c'est une banque très connue, très poussée. Ça marque bien que jusqu'à présent, on se dit, bon, ben, on va faire avec ce qu'on a, on va prendre tel collaborateur qui est très connu en informatique, qui connaît bien l'informatique, c'est lui qu'on va mettre comme expert cybersécurité. Et celui-là, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, il vient, j'ai pas envie de dire avec des lacunes, parce qu'il suffit de se former, d'être un tout petit peu curieux et d'appartenir à certains réseaux tels que le CESIA pour monter en compétences. Mais il vient quand même avec quelques lacunes, parce que être référent sécurité dans une entreprise, c'est pas seulement empiler des solutions de sécurité, c'est être capable de parler à toutes les équipes de l'entreprise, de remonter les informations à son top management et les informations pertinentes pour aider le top management à prendre des décisions. Et aujourd'hui, force est de constater que les experts sécurité qu'on a dans les entreprises, c'est des personnes qui viennent du monde de l'informatique. Et donc, ils ont des réflexes de moi-même, je vais me connecter dans le firewall, moi-même, je vais faire la configuration. Donc, il y a encore comme je le disais tout à l'heure, une forme de on tâtonne, on bricole, on fait avec ce qu'on a. Et c'est ce qui se ressent pour Lionel comme étant on ne recrute pas les experts, on n'a pas des cyberattaques. Non, il y a bien des cyberattaques, mais on racole, on bricole, on fait comme on peut. Merci, M. Simba, pour cette réponse. Il y a M. Jean-Pierre Antoué Ayenoué qui posait cette question, mais je pense qu'on a déjà la réponse à cette question. Y a-t-il déjà eu des attaques dans des entreprises sur le continent ou au Gabon? À cette question, je pense qu'on va répondre à la positive, puisque vous avez justement donné des exemples concrets dessus. Nous allons passer plutôt à une autre qui peut être très intéressante aussi, de M. Martial Ndongo. M. Martial Ndongo qui dit « Pourquoi les entreprises au Gabon ne semblent pas prendre au sérieux ?» Voilà, pourquoi les entreprises au Gabon ne semblent pas prendre au sérieux cette question? Est-ce parce qu'elles ne sous-traitent qu'avec des entreprises étrangères, or qu'il s'agit de souveraineté? Bon, je pense qu'aujourd'hui, pourquoi bon, vous avez un peu la teneur de la question. Je ne sais pas si vous avez une réponse à cela. Oui, alors pourquoi les entreprises au Gabon ne semblent pas prendre au sérieux cette question? Je l'ai dit, enfin, je l'ai averti au début, hein, je pense que je vais je vais faire cette citation plus d'une fois en répondant à ces questions. Le poisson pourri par la tête. Si le gouvernement lui-même n'arrive pas à désigner, de prendre à cœur cette question, si le pays n'est pas transparent sur la stratégie nationale, si le pays n'est pas doté d'une politique nationale, impossible pour les entreprises lambda derrière de traiter la question. Ils ne savent même pas de quoi ils veulent, enfin de quoi il s'agit. Ils feront ce qu'ils peuvent parce que le temps n'est pas donné. Et quand on quitte l'étape de la gouvernance, de la présidence ou autre, et qu'on descend à l'échelle d'une entreprise, c'est la même chose. Le directeur général, s'il n'a pas mis en place une stratégie, il ne considère pas que la sécurité n'est pas quelque chose qui lui fait dépenser de l'argent, mais c'est quelque chose qui lui fait gagner de l'argent, parce que oui, ça c'est la réalité. La cybersécurité, quand elle est prise au sérieux dans une entreprise, permet d'être concurrentielle par rapport aux concurrents, par exemple, et donc de proposer des offres de services beaucoup plus poussées et augmenter son chiffre d'affaires. Donc la cybersécurité permet de gagner de l'argent. Quand on n'a pas pris en compte ces choses-là, ben, le directeur général, si lui-même il n'a pas pris en compte, c'est sans surprise qu'il n'y ait pas de stratégie dans l'entreprise, qu'il n'y ait pas de politique dans l'entreprise. Et quand il n'y a pas de politique, ben, les entreprises, ils font comme je le disais tout à l'heure, on racole, on colle les bouts, on fait comme on peut. Et c'est pour ça qu'on a ce sentiment d'entreprise étrangère, puisque le jour où on se fait quand même attaquer, ce qui se passe vraiment, c'est qu'on appelle les prestataires à l'extérieur. Parce qu'on ne s'est même pas préparé à se dire, si jamais on est attaqué, on appelle l'entreprise telle et on a signé un accord avec cette entreprise-là. C'est comme avoir un bâtiment et signer et préparer les pompiers de la ville en leur disant, si jamais ça brûle chez moi, tu dois apparaître en 2 minutes. Ça, c'est un métier que on appelle le RPCA, le responsable des plans de continuité d'activité. Il doit avoir anticipé, par exemple, l'incendie du bâtiment. Comment je réagis si le bâtiment prend feu? J'appelle les pompiers, ils doivent intervenir dans 2 minutes, et moi, je déplace les collaborateurs sur tel autre bâtiment, etc., etc.
Aujourd'hui, cyberattaque, prenez une entreprise telle, comment je réagis, qu'est-ce que je fais? Je l'ai dit tout à l'heure, 60% des entreprises en Afrique, je pense que le chiffre n'est pas très loin au Gabon, n'ont pas de programme de cyber-résilience. La cyber-résilience, c'est ça. Et donc, lorsque le feu arrive, ben, on appelle en urgence les entreprises extérieures. Merci, M. Simba. Nous allons lentement, mais sûrement vers la fin de ce webinaire. Nous allons prendre 2 dernières questions avant de clore de façon définitive. Nous avons aussi une question qui concerne l'open source, qui concerne de Stéphanie Ward, qui pose cette question. Est-ce que l'open source pourrait faire partie d'une stratégie globale pour sécuriser le plus grand nombre à bas coût et également garantir la souveraineté des données? C'est une question qui est posée à partir de YouTube. Oui, alors la réponse serait oui, comme dans tout, quand on a désigné un référent sécurité, un expert sécurité, quand on a désigné un responsable sécurité des systèmes d'information, c'est à lui de faire une analyse de risque, de comparer le besoin existant à la solution dont il a envie de se doter et de voir comment garantir que cette solution, en arrivant dans mon système d'information, va continuer à maintenir la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité de ces informations. Donc oui, l'open source peut être une solution, mais ça nécessite de faire une analyse de risque avant. Alors, la dernière question, c'est celle de M. Glenn Broninze qui pose la question de savoir pourquoi ne pas inclure également les hommes dans cette formation de 6 mois destinée aux femmes. Monsieur Simba, pourquoi seulement pour les femmes et pourquoi pas les hommes? Je pense que les hommes doivent se sentir lésés. Je m'attendais bien à cette question et la chance que j'ai, c'est que je ne suis pas seul à travailler sur ce gros programme qui est SIGA. Nous sommes 6 à travailler dessus et il y a d'ailleurs Madame Candy Bilonda que j'ai vu connecter et Cohen également, qui sont tous connectés sur ce webinaire parce que nous sommes 6 à travailler dessus, 3 hommes et 3 dames. Le premier constat qu'on a fait, c'est celui qu'on a mis en avant. L'objectif, c'est d'essayer d'augmenter le nombre de dames dans le métier du numérique. Aujourd'hui, au Gabon, les femmes représentent moins de 3%. C'est très, 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 très bas. L'idée pour nous, c'est de contribuer à notre échelle à augmenter ce pourcentage-là et on espère tenir. Après, c'est un programme qui est appelé à se répéter via l'intérêt que nous avons de nos partenaires et de nos sponsors. Après ce programme, nous ferons un autre et certainement que celui-là sera dédié aux hommes et aux femmes, pourquoi pas uniquement les hommes. Donc, rien n'est perdu, on reviendra là-dessus. Le deuxième objectif qu'on se vise, un autre objectif qu'on se vise surtout, c'est d'augmenter la compétence au Gabon en matière de cybersécurité. Donc, il faut aussi ajouter les hommes dans tout ça. On l'a bien à cœur. Merci, M. Simba, pour l'ensemble de ces réponses. Surtout, merci à nos internautes qui ont posé des questions. Malheureusement, le temps qui nous est imparti ou qui nous était imparti ne nous permet pas de prendre l'ensemble des questions qui ont été posées, mais je pense que nous nous sommes assurés de façon globale à donner, à ce que vous puissiez avoir les réponses sur les grandes lignes de vos différentes interrogations. Monsieur Simba, nous sommes arrivés au terme de ce webinaire. Quel est votre mot pour la fin? Alors, le mot de la fin, il va être assez simple. C'est un grand merci déjà à UBA pour cette invitation et cette collaboration, surtout avec DS Trust, comme je le disais tout à l'heure, qui est un cabinet de conseil, le premier cabinet de conseil spécialisé en cybersécurité et qui est basé à Libreville au Gabon. C'est un plaisir pour moi de parler au nom de DS Trust. C'est un plaisir pour moi de revenir sur des sujets que j'ai déjà abordés et que la défense que je prends d'ailleurs depuis toutes ces années en expliquant l'enjeu que nous avons au Gabon sur la question de la cybercriminalité et la cybersécurité. Et c'est un plaisir pour moi de partager également au grand public, à tous les participants, la nécessité de mettre en place un organe qui aurait pour mission de définir une stratégie nationale. Et cette stratégie devrait venir du plus haut possible, idéalement, de la présidence de la République. J'interpelle donc ici le chef de l'État que j'aurai potentiellement le plaisir et l'honneur de rencontrer dans les prochains jours, si ça se confirme. Et j'invite bien entendu toutes les personnes qui souhaitent échanger avec moi sur cette question à ne pas hésiter à me contacter.
sur cette partie-là. Juste une petite précision comme ça, je le disais en introduction, je n'ai pas eu le temps de le rappeler, j'ai eu le plaisir de travailler déjà avec plusieurs gouvernements africains, Congo-Brazzaville, RDC, la République des Guinée, avec qui je travaille depuis plusieurs années déjà, et en forme de remerciement pour l'ensemble de mes actions en République des Guinée, j'ai eu l'honneur d'être reçu par le président de la République des Guinée, son Excellence Mamadi Doumbouya, qui me remerciait pour l'ensemble de mes activités en République des Guinée. Toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur mes différents réseaux sociaux avec des images excellentes et l'accueil que j'ai à chaque fois dans ces différents pays. Donc, j'invite, bien entendu, l'ensemble des Gabonais, enfin les dames surtout, à s'inscrire au programme SIGA et j'espère que nous ferons une belle aventure. Merci, M. Simba. Merci à nos internautes. On espère que ce webinaire aura contribué justement à peut-être sensibiliser non seulement les capitaines d'industrie, les responsables d'entreprise, mais aussi les plus hautes autorités du pays pour se pencher sur le sujet de la cybercriminalité, surtout la cybersécurité pour mieux protéger nos institutions, protéger le public. Merci encore. Nous sommes arrivés au terme de ce webinaire. Vous pouvez le voir. Il reste disponible sur l'ensemble de nos plateformes et il est consultable à tout moment. Merci encore. Bonne journée à chacun d'entre vous et bon appétit pour ceux qui sont à table ou bien qui passeront d'ici peu à table. Merci. Dans le cadre de la politique d'expansion de UBA Gabon, la belle commune d'Ovendo n'est pas restée en marge. Nos clients particuliers entreprises de cette zone méritent que nous soyons proches d'eux. Ainsi, à l'agence UBA Ovendo située au Carrefour Slim, nous travaillons en équipe afin de fournir un service de qualité à notre très chère clientèle. Je suis Berthier Kombila, directeur d'agence Ovendo. Bienvenue à UBA, la banque du moment. Dans le pays où les rêves se construisent, UBA Gabon, ensemble nous imprègnent. Afin de satisfaire sa clientèle par un service de proximité, l'expansion est une nécessité qui tend à être comblée. C'est dans cette optique que UBA s'est nouvellement installé au Carrefour Gigi avec sa magnifique agence VIP à Kanda. Au service de la nation, dans le développement, on fait la révolution. Je suis Okuro Luna Mesodi Katusia, gestionnaire entreprise. Bienvenue à UBA, la banque du moment. Bienvenue chez Mika Consulting. Je vais tout de suite vous présenter notre entreprise qui a été créée en 2009 et qui a aujourd'hui 15 ans d'existence. Alors, nous accompagnons les entreprises dans le processus de leur prise de décision opérationnelle et stratégique. Nos produits et services sont essentiellement basés sur tout ce qui concerne la communication. La communication, mais également tout type d'études marketing. Nous avons d'ailleurs, dans ce prolongement, accompagné la banque UBA en faisant du branding de toutes leurs agences. Aujourd'hui, le partenariat qui nous lie à cette banque nous permet de nous développer également à travers le concept des produits qu'ils mettent en place. Notamment le compte bancaire que nous avons et qui est domicilié chez UBA, qui nous permet effectivement aujourd'hui de faire nos transactions et nos virements à l'étranger pour nos partenaires et pour toutes les personnes et les entreprises avec lesquelles nous travaillons, notamment nos fournisseurs. Nous avons également les applications mobile banking qui nous permettent justement de faire nos transactions de façon aisée avec des partenaires au niveau local, mais également ça nous permet également de pouvoir payer mes salariés.
Donc aujourd'hui, ce que nous vous demandons, c'est vraiment de pouvoir avoir une confiance comme la nôtre avec cette banque qui nous accompagne chaque jour. Je suis Bienvenu Mamika, directeur général de Mika Consulting. À votre tour, nous vous accompagnons.